Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Toujours député européen, toujours vice-président du Front National. Toujours. On commence par la bonne nouvelle, 0,5% de croissance au premier trimestre, c'est mieux que prévu. Le président de la République avait raison, ça va mieux. Écoutez, ce qui est pris est toujours bon à prendre. On verra la réalité de la chose sur l'économie, mais je pense que la situation ne va pas très bien. D'ailleurs, regardez dans les rues, malheureusement, je pense que l'état général du pays, que ce soit économiquement ou socialement, est très affaibli et que l'on part de tellement bas, effectivement, que peut-être certains chiffres s'améliorent, mais la situation reste catastrophique. Ouais. Et en tous les cas, une hirondelle ne fait pas le printemps. Quand vous voyez les scènes vues hier dans les rues de Paris et aussi dans d'autres villes de France, vous dites quoi? Le gouvernement doit interdire les manifestations? Mais je dis qu'ils sont complices. Je dis qu'ils en sont les complices, surtout. Ils ont une mansuétude complice qui est condamnable par rapport à ces groupes d'extrême gauche. C'est la gauche, ce sont des gens qui aux élections générales votent pour eux et qui aujourd'hui sont dans la rue pour casser, pour user de violence, mais il y a une formidable hypocrisie à gauche, parce que les mêmes qui aujourd'hui manifestent dans la rue au nom de la défense des acquis sociaux sont les mêmes qui il y a encore quelques mois votaient pour des exécutifs de gauche ou même de droite, quand on pense à M. Bertrand dans le Nord et à M. Estrosi dans le Sud, pour contrer Marine Le Pen et le Front National, ce que je trouve, moi, absolument d'une hypocrisie et d'une escroquerie absolument incroyable. Donc vous dites ce matin, pour que les choses soient claires, le gouvernement fait quoi? Il dissout les groupes d'extrême gauche. Faut les connaître quand même, non? Mais ils les connaissent. Écoutez, quand on a dans des manifestations des gens qui arrivent masqués, avec des bâtons, des barres de fer, des cocktails Molotov, ils ne viennent pas pour pique-niquer en plein Paris. Eh bien, ces gens-là, on les prend, on les défère devant la justice et on les met en prison. Voilà. Et accessoirement, s'ils jugent de violence, on n'hésite pas à leur taper dessus. Parce qu'on ne peut pas tolérer que dans un État républicain, il y ait autant de violence sans que personne ne dise rien, que les forces de l'ordre subissent ces violences-là et que le gouvernement soit somme toute, il faut quand même le dire, assez discret sur cette question. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, un policier qui avait donné une taloche à un étudiant, une taloche quand même, un coup de poing à un étudiant, geste déplacé, condamnable, n'en demeure pas moins que ça fait l'actualité pendant 48 heures, alors que les policiers se font agresser maintenant depuis des semaines, sans que personne ne dise rien. C'est valable à Paris, c'est valable à Calais, comme c'était valable à Sivens dans le Tarn au moment de l'affaire du barrage. Quelquefois, ce sont les mêmes groupes qui agissent d'ailleurs. Il faut aussi évacuer la place de la République et interdire le mouvement Nuit debout, selon vous? Il ne s'agit pas d'interdire, on est un pays de liberté. Mais ces gens-là vivent dans une utopie qui est absolument incroyable. C'est pas répréhensible, l'utopie, non? C'est pas pénalement répréhensible. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas lieu de les interdire. Ils occupent une place encore qu'il y a des autorisations. Je rappelle quand même que nous sommes en état d'urgence et qu'il me semble avoir entendu un président de la République, un ministre de l'Intérieur et un Premier ministre dire que nous étions en guerre. Alors je veux bien qu'on soit en guerre. Peut-être faudrait-il se donner les moyens d'assurer l'ordre dans le pays. Quant à Nuit debout, voilà, moi des assemblées générales de 10 personnes assis ailleurs en train de voter avec des pancartes, voilà, je trouve ça absolument dérisoire, c'est pas sérieux et je pense que la France a besoin d'autre chose que de ça. Ceux qui manifestent dans la rue, manifestations organisées par les responsables syndicaux, CGT, FO notamment, l'UNEF, contre la loi El Khomri. Vous aussi, vous êtes contre la loi El Khomri? Oui, mais c'est le genre de choses qui ne se règlent pas par des manifestations. On ne peut pas soutenir un gouvernement lors de l'élection et contester ses décisions quelque temps après. Parce que sinon, je le disais tout à l'heure, c'est une forme d'hypocrisie. Les syndicats sont aujourd'hui, d'abord, ne représentent pas l'ensemble des salariés. Je crois que c'est 8% de l'ensemble des salariés. Il est évident que leur voix aujourd'hui ne porte plus. La seule décision qui importe dans une démocratie, c'est la voix du peuple, c'est l'électeur, le suffrage universel. Eh bien, je pense que tout cela sera réglé aux prochaines élections, mais la France aura perdu beaucoup de temps avec un président qui aujourd'hui est totalement décrédibilisé, un gouvernement qui n'a plus de majorité, une assemblée nationale qui ne vote plus aucune loi d'envergure. Malheureusement, jusqu'à la présidentielle, rien ne se passera, sauf peut-être la chienlit dans nos rues. Vos parlementaires, ils vont voter contre la loi El Khomri? Oui, je pense qu'ils voteront contre. Ouais. Non seulement, elle posait au départ, Madame El Khomri, de bons constats, encore que elle n'y a pas apporté les bonnes réponses. Le problème aujourd'hui, pour ceux qui font un peu de terrain, qui connaissent la situation, il y a les grands groupes, mais les grands groupes échappent, on va dire, aux lois nationales, mais c'est surtout les petits
commerçants, artisans, PME, PMI, qui veulent moins de fiscalité, qui veulent moins de complexité administrative, qui veulent être épaulés par l'État, et ils n'obtiennent absolument rien de tout cela, si ce n'est le mépris de ce gouvernement. Alors en même temps, on va dire, quand on regarde votre programme, et votre programme va être ausculté parce qu'un livre préfacé par Alain Juppé sort dans quelques jours. Premier ministre emblématique de la France, qui a mis je ne sais combien de millions de personnes dans la rue et qui lui ont coûté son poste d'ailleurs. Peut-être candidat face à Marine Le Pen aussi au tour de l'élection présidentielle. Écoutez, il est candidat à la primaire de la droite. Édouard Balladur devait être élu, vous vous souvenez, face à Jacques Chirac. On a vu qui a gagné aux dernières primaires à gauche, M. Strauss-Kahn, caracolé en tête, on a vu le résultat. Aujourd'hui, M. Juppé est la coqueluche des médias. On verra dans quel état il arrive à la fin des primaires. Parce que pour l'instant, il joue le personnage un peu en hauteur, alors qu'il a été non seulement au cœur des affaires publiques de la France en tant que Premier ministre, et aussi au cœur des affaires de corruption, car je rappelle qu'il est un repris de justice et qu'il a été condamné. Vous avez un préféré face à Marine Le Pen, si elle est qualifiée pour le second tour ? Non, je pense que nous sommes dans une situation où il y a des systèmes alternatifs. Qui que ce soit à droite et au centre, il développera le même programme. Que ce soit M. Sarkozy ou M. Le Maire ou d'autres, ils développeront les mêmes idées. Et à gauche, c'est exactement la même manière. Donc nous avons notre programme, notre candidate, et nous avons maintenant 1 an pour le développer et convaincre les Français de la justesse de nos propositions. Ouais, quand vous dites Alain Juppé repris de justice, c'est des affaires classées, il a payé, et maintenant c'est fini. Il a payé. Pas exagérer, il a repris de justice, il n'a pas fait un hold-up. Il a payé pour des faits dans l'exercice de ses fonctions électives. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que les gens condamnés dans le cadre de leurs fonctions d'exécution, s'ils sont condamnés, ils ne devraient plus jamais pouvoir se représenter. Alors, je reviens à votre programme, parce que vous n'avez pas répondu sur les contradictions. Vous défendez les PME, vous défendez les PMI, mais justement, les PME, elles demandent davantage de souplesse, pouvoir contourner les 35 heures, par exemple. Vous dites, on maintient les 35 heures dans votre programme, vous êtes même pour une hausse des salaires. Alors, c'est caricatural, non Madame Chabot, ça c'est caricatural. C'est pas vrai, je suis pas pour le maintien des 35 heures. Sur les 35 heures, on a déjà dépassé le cas des 35 heures. À part la CGT qui veut faire 32 heures, ça n'existe plus. En réalité, elles sont déjà renégociées dans la plupart des cas. Et en ce qui concerne le programme économique lui-même sur les PME, PMI, je pense que nous avons justement un programme de progressivité de la fiscalité sur les petites entreprises. On a un programme de simplification administrative, de soutien à la croissance et à l'emploi des PME, PMI, des choses que l'on n'entend jamais parce que tout le monde s'est focalisé sur la question de l'euro, qui est la question. C'est votre faute, ça, c'est vous qui mettez d'abord l'euro en avant. Non, c'est jamais les journalistes. Si, bien sûr que si. Ah bon? Bien sûr que si. C'est ça l'essentiel du programme. Non, systématiquement, on nous met l'euro sous le nez, l'euro et le sous-bassement de l'ensemble du programme économique, mais il est évident que nous avons un programme économique avec des mesures sur les TPE, sur les entreprises, etc., et que celui-là, on ne peut pas en discuter. D'ailleurs, le livre dont vous parlez, confrontons ce monsieur qui est de l'UMP avec nos économistes. Faisons des débats, organisez des débats, et vous verrez que cette personne-là est dans la politiciennerie, tout simplement. Alors, on peut organiser effectivement un débat avec Gaël de Caron et vos économistes, si vous voulez. Vous dites l'euro, c'est la faute des journalistes, c'est plutôt la faute de Florian Philippot qui met ça sur la table en premier. Alors, franchement, vous êtes le premier à dire, c'est très anxiogène pour les Français de cette incertitude sur la position de la France, rester à l'intérieur de l'eurozone, sortir de l'Europe. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Ouais. Voilà, il faut avoir raison avant les autres. Et sur ce sujet-là, parfois on a tort, on est sur ce sujet-là, nous sommes rejoints par beaucoup d'autres pays. Et je rappelle aujourd'hui que dans l'Union européenne, les pays qui réussissent en tout cas le mieux, en tout cas l'un d'entre eux, c'est par exemple le Royaume-Uni. Il n'a ni l'euro ni Schengen. Et bien rien que cela, que la France se mette au niveau de ce qu'a obtenu l'Angleterre par rapport à ses voisins, et je peux vous dire que nous en serions déjà beaucoup mieux. Ouais, Marine Le Pen va finalement aller au Royaume-Uni parce que la vice-présidente du mouvement qui est pour le Brexit dit, elle a même écrit au ministre de l'Intérieur, surtout qu'elle n'y aille pas, qu'elle ne vienne pas chez nous. Oui, je ne sais pas, écoutez, on défend les positions et elle est invitée par une députée britannique quand même. Hein. Je pense qu'on est en démocratie, à moins que l'Angleterre échappe à ce système-là, mais je ne sais pas, pour être tout à fait honnête. Alors on parle du 1er mai, un 1er mai sans Jean-Marie Le Pen, sans Jeanne d'Arc, pour éviter ce qu'on avait entendu... Non, avec Jeanne d'Arc. Avec Jeanne d'Arc, mais sans Jean-Marie Le Pen, pour éviter ce qu'on avait entendu l'année dernière. On t'aime, Jean-Marie.
Voilà, Jeanne au secours, criait Jean-Marie Le Pen. La page est tournée, vous serez votre 1er mai avec Marine Le Pen, un banquier républicain, et lui sera avec ses amis au pied de la statue? Oui, mais c'est son choix. Bah, vous l'avez exclu? Non, c'est son choix. Quand on laisse, comme il l'a fait, la présidence du Front National et qu'une autre personne prend cette présidence-là, qu'elle amène le Front National au résultat que l'on connaît aujourd'hui, progression dans tous les domaines, en nombre d'adhérents, en résultats électoraux, eh bien je pense que à l'âge de Jean-Marie Le Pen, avec toute son expérience, il aurait pu jouer un autre rôle. Celui de sage, celui de conseil. Il n'a pas voulu, il a voulu toujours s'imposer dans les premiers rôles. Vous savez, les militants en ont tiré les conclusions, parce que même si moi je me suis prononcé contre son exclusion, oui, je peux vous dire que les gens ont de la considération pour lui, de l'affection pour quelques-uns, mais je pense qu'ils ne le considèrent plus comme le chef naturel de notre famille politique et que c'est Marine qui incarne désormais ce rôle-là. Mais il n'y a pas de chemin de retour, c'était un aller simple ou une sortie simple, il ne peut pas revenir? Il n'y a pas de main tendue. Lui semble tendre la main en disant il faut qu'on soit rassemblés pour 2017. Vous ne pouvez pas tendre la main avec des gens qui, par ailleurs, insultent la présidente du Front National en permanence. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de ce monde. Voilà. Donc on est sur des idées, un programme, on défend, et nous avons un leader. Jean-Marie Le Pen défend avec ses amis d'autres idées qui, manifestement, ne sont pas les nôtres. Ouais, ça vous rend triste, vous l'avez rappelé, bien sûr, vous aviez voté contre, effectivement. Ça me rend triste parce que toute la vie de Jean-Marie Le Pen, pour moi, a été aux antipodes de ce qu'il est en train de faire. Il a toujours essayé d'écarter l'extrême droite de son mouvement politique, et j'en ai été témoin, j'ai été son directeur cabinet, et aujourd'hui, il est conforté, si je puis dire, par cette même extrême droite, qui a un profond mépris, non seulement pour tous les sentiments de la démocratie, mais au-delà de ça, qui a du profond mépris pour lui-même. Car ils ne l'ont jamais considéré comme précisément un homme d'extrême droite. C'est Emmanuel Macron qui va fêter Jeanne d'Arc à Orléans, sans doute, ce week-end. Symbole républicain. Vous dites vive Emmanuel Macron, alors il a tout compris. Non, je dis vive Jeanne d'Arc, c'est pas pareil. Merci Louis Alliot.